The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de questions et de réponses de Restaurants Canada sur la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, organisée en collaboration avec l'Agence de revenus du Canada. Je suis David Boudois-Lefebvre, vice-président aux affaires fédérales et pour le Québec chez Restaurants Canada, et je serai votre modérateur aujourd'hui. On a eu le même type de présentation hier en anglais pour certains de vos collègues et je suis bien content aujourd'hui de vous offrir la version en français. Et je suis bien content aussi que l'Agence de revenus du Canada ait accepté de participer avec nous de manière à vous offrir ce service-là. Et peut-être avant de commencer, peut-être vous partager l'avis de non-responsabilité que vous pouvez voir présentement à l'écran. Donc, simplement vous mentionner que l'objectif clé des mesures mises en place par le gouvernement fédéral pour répondre à la COVID-19 est de refléter les besoins immédiats des Canadiens et de soutenir la reprise économique après la crise. Ainsi, il pourrait y avoir des mises à jour des mesures après la tenue de cette séance. Comme on l'a vu, il y a souvent des choses qui ont changé au fur et à mesure depuis le début de la COVID, donc simplement dire que c'est quelque chose qui est possible. L'Agence de revenus du Canada souhaite rappeler que tout changement éventuel pourrait affecter l'exactitude des informations partagées lors de cette séance. Les questions reçues durant cette séance seront prises en compte par l'Agence de revenus du Canada dans ses efforts constants de communication. Vous pouvez trouver les informations les plus récentes dans le plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Donc, simplement, je veux vous mentionner que, évidemment, ce sont des mesures ciblées et parmi celles-ci, l'aide directe au loyer des entreprises est un élément clé de la survie des restaurants. La nouvelle subvention d'urgence du Canada, qu'on va appeler la SUCL pour être un peu plus rapide, offre un soutien direct aux locataires et aux propriétaires d'organismes admissibles touchés par la COVID-19 en lien avec leur loyer commercial ou leurs dépenses immobilières. Si vous vous souvenez, le premier programme de subvention et de soutien au loyer donnait la part belle principalement aux locataires. Donc, c'était bien important pour Restaurants Canada que la nouvelle mouture du programme permette d'y avoir accès sans nécessairement passer par l'accord du bailleur ou de votre propriétaire. Donc, ça, c'est un progrès. Et c'est pour ça aussi que le webinaire qu'on fait aujourd'hui va vous permettre d'avoir réponse à vos questions. Nous nous pencherons plus particulièrement sur certaines questions parce que c'est sûr que c'est très vaste comme programme. Donc, on veut savoir qu'est-ce que la mesure de soutien en cas de confinement et si votre entreprise y a droit, comment faire votre demande et aussi comment demander la subvention rétroactivement parce qu'il faut bien comprendre que la subvention est active à partir du 27 septembre 2020. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous pour qui ça va être une possibilité d'avoir jusqu'à presque 2 mois de manière rétroactive. Et il va aussi avoir la possibilité de voir à travers un calculateur un exemple réel, précis, qui va vous permettre de comprendre le type de choses qui sont possibles avec la subvention. Avant de commencer, nous voulons simplement vous faire savoir que vous pouvez soumettre vos questions en cliquant dans la zone de questions du panneau de contrôle sur GoToMeeting. Vous pouvez aussi envoyer votre question à tout moment durant la présentation. Et le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, ce qui fait que vous allez recevoir un lien vers une page web qui va vous permettre d'accéder à ce webinaire-là et aussi de le partager avec certains de vos collègues. Maintenant, la prochaine étape de la présentation, c'est évidemment de donner la parole aux gens de l'Agence de revenus du Canada, qui sont ceux qui sont vraiment les maîtres d'œuvre du programme, des gens qui peuvent apporter des réponses à vos questions précises. Et j'ai le plaisir de donner le coup d'envoi avec notre premier orateur invité, M. Justin Bérubé, adjoint spécial Ontario, Ouest et Nord au cabinet de la ministre du Revenu national. Justin, la parole est à vous. Merci beaucoup, David. Alors, bonjour, je m'appelle Justin Bérubé, conseiller régional pour l'Ontario, l'Ouest et le Nord. Et au nom de la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Leboutier, je tiens à vous remercier de participer à l'appel d'aujourd'hui sur la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Ce programme représente la mise en œuvre de la 7e mesure de soutien économique et réponse à la COVID-19. Je sais que plusieurs d'entre vous attendez ce programme depuis quelques mois. Je peux vous assurer que l'Agence travaille très fort pour le lancer aussi rapidement. Les Canadiens travaillent tout d'arrache-pied, luttant contre la deuxième vague de la pandémie
et nous sommes conscients que la voie de la reprise économique reste longue et incertaine. Nous savons que vos entreprises continuent de s'adapter au nouveau mode de fonctionnement pour rouvrir progressivement tout en protéger la santé et la sécurité de vos employés et clients. Le RLC a travaillé avec les départements des finances et avec l'aide des collègues de tous les gouvernements pour créer la SUCL. Nous savons que vous comptez sur la subvention, d'où l'importance qu'elle soit facile d'accès et gage de confiance et de stabilité. L'agence s'est engagée à vous donner l'information et le support nécessaire pour vous prévaloir de ce programme. J'espère que vous trouvez l'information partagée sur cet appel utile. Enfin, je tiens à réitérer que nous apprécions de travailler avec les intervenants de milieu pour créer et gérer ce programme. Comme vous le savez, nous avons modifié les critères pour inclure le loyer à payer comme dépense admissible. Au nom de l'honorable Diane Leboutier, je vous remercie encore une fois pour vos collaborations et vos participations à cet appel. Je vais maintenant céder la parole à notre modérateur. David? Oui, merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup pour la présentation. Il me fait plaisir de vous présenter notre prochaine invitée, Louise Roy, directrice intérimaire, direction des décisions en impôts, qui va continuer à vous présenter des éléments en lien avec le programme. Louise? Bonjour et merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Louise Roy et je suis la directrice intérimaire de la division des entreprises et du revenu d'emploi à l'Agence du revenu du Canada. Nous sommes fiers d'administrer la subvention d'urgence du Canada pour le loyer au nom du gouvernement du Canada. Comme pour la subvention salariale d'urgence du Canada, un grand nombre d'organismes peuvent satisfaire aux exigences pour demander la subvention pour le loyer. Parmi les organismes admissibles, on compte les entreprises à propriétaire unique et les sociétés imposables, certaines sociétés appartenant des gouvernements autochtones, les organismes sans but lucratif, les sociétés de personnes constituées d'au moins 50% d'organismes admissibles et les organismes de bienfaisance enregistrés. La subvention pour le loyer comporte deux éléments. Le premier est une subvention de base pouvant atteindre 65% des dépenses admissibles pour tous les organismes admissibles qui connaissent une baisse de leurs revenus. Le taux de la subvention de base varie selon l'importance de la baisse de revenus qu'a enregistré l'organisme. La subvention s'applique à un maximum de 75 000 $ de dépenses admissibles par emplacement, ainsi qu'à un maximum global de 300 000 $ de dépenses admissibles d'un organisme et de ses entités affiliées, le cas échéant, par période de demande. Les dépenses admissibles comprennent le loyer commercial, les impôts fonciers, y compris les taxes scolaires et municipales, à condition que celles-ci soient comprises dans l'évaluation de vos impôts fonciers, l'assurance de biens et les intérêts sur les prêts hypothécaires commerciaux, sous réserve de certaines limites, pour une propriété admissible, moins les revenus tirés de la sous-location. Les taxes de vente sur ces coûts ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles. Le deuxième élément de la subvention pour le loyer est la mesure de soutien en cas de confinement. Cette mesure peut représenter une somme complémentaire de 25% des dépenses admissibles pour les organismes qui doivent respecter des mesures de confinement ou dont les activités sont considérablement limitées en raison d'une ordonnance de la santé publique. Le soutien en cas de confinement s'applique à un maximum de 75 000 $ de dépenses admissibles par emplacement. Cette aide supplémentaire est calculée au prorata du nombre de jours de la période de demande pendant laquelle le confinement est en vigueur. Les emplacements doivent être en confinement pendant au moins 7 jours pendant la période à laquelle la demande fait référence. Il n'y a pas de limite quant au nombre d'emplacements touchés qu'il est possible d'inclure dans votre demande de mesure de soutien en cas de confinement pour une même période. Un organisme doit d'abord avoir droit à la subvention de base pour pouvoir demander la mesure de soutien en cas de confinement. Le gouvernement a récemment proposé de modifier la subvention pour le loyer.
Cette modification permet aux demandeurs d'ajouter à leur demande de subvention leurs dépenses admissibles avant de devoir les payer. L'Agence administrera donc la subvention pour le loyer en tenant compte de la modification proposée. Cela signifie que les organismes admissibles peuvent inclure dans leur demande le coût du loyer et d'autres dépenses admissibles avant même de devoir payer ces montants, puisque ceux-ci ne sont exigibles que plus tard, pendant la période pour laquelle ils font une demande de subvention. Toutefois, les organismes doivent veiller à payer tous les montants dus dans les 60 jours suivant la réception de la subvention. Les organismes doivent s'engager à respecter cette condition dans leur demande de subvention. On peut se prévaloir de la subvention pour le loyer pour les périodes allant jusqu'au 19 décembre 2020. D'autres modalités suivront par la suite en 2021. Merci. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Marc. Merci Louise et bon après-midi tout le monde. Mon nom est Marc Meyer et je suis gestionnaire de la section de la stratégie des autorisations et du numéro d'entreprise. Et ceci est dans la Direction générale de cotisation de prestations et de services à l'Agence du revenu du Canada. Les organismes admissibles peuvent présenter des demandes rétroactives de subvention pour le loyer pour la première période d'admissibilité qui va du 27 septembre au 24 octobre. Les organismes peuvent faire leur demande en ligne en utilisant le portail Mon dossier d'entreprise de l'Agence. Ils peuvent aussi demander à leurs représentants, incluant leurs employés, de le faire en utilisant le service Représenter un client. Les demandes pour la deuxième période d'admissibilité, c'est-à-dire celle qui couvre du 25 octobre au 21 novembre, peuvent être soumises depuis le 30 novembre, donc lundi dernier. Nous sommes conscients de l'importance que la subvention pour le loyer représente pour les organismes admissibles et nous avons comme priorité de verser la subvention le plus rapidement possible. L'Agence a mis en ligne des pages web sur la subvention pour le loyer et offre un calculateur pour aider les demandeurs. Les pages web donnent des instructions et des renseignements détaillés pour déterminer qui peut demander la subvention. On y explique aussi de quelle façon les périodes de demande sont structurées et quels sont les types de dépenses qu'on peut réclamer. Le calculateur de la subvention pour le loyer guide les demandeurs étape par étape pour leur indiquer le soutien maximal auquel ils ont droit en fonction des renseignements qu'ils nous fournissent, bien sûr, et ce, avant même qu'ils aient présenté une demande. Le calculateur comprend également une fonctionnalité de relevé imprimable. Les demandeurs peuvent l'utiliser pour faciliter la saisie des renseignements nécessaires dans leur formulaire de demande et le soumettre plus rapidement. Nous avons volontairement conçu le contenu web et le processus de demande de la subvention pour le loyer sur le modèle de la subvention salariale. Et ceux qui ont reçu la subvention salariale d'urgence du Canada seront familiers avec le processus. Je tiens à ajouter que pendant l'élaboration des pages web et du calculateur de la subvention pour le loyer, l'Agence a une fois de plus reçu des commentaires et la rétroaction de nombreux intervenants, dont Restaurant Canada, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et les comptables professionnels agréés du Canada. Nous sommes très reconnaissants du rôle important que les intervenants jouent dans le processus de rétroaction sur la manière dont le programme de la subvention pour le loyer fonctionnera. En même temps que nous recevons les demandes, nous allons continuer à améliorer notre processus de vérification automatisée en fonction des renseignements que nous recueillons au fur et à mesure que nous recevons les demandes. Mon collègue Trudy parlera plus en détail du processus de vérification dans un moment. Les demandeurs sont donc invités à consulter nos pages web de la subvention pour le loyer et à se renseigner sur le programme, à calculer leur subvention et enfin à faire leur demande au moment qui leur convient. Et avec ça, je laisse la parole à Trudy Field. Merci, Marc. Donc, je m'appelle Trudy Field. Je suis la directrice de la division de l'observation des sociétés et de la TPS-TVH de la Direction générale des recouvrements et de la vérification. Je vais maintenant vous parler du fonctionnement du processus de vérification. Depuis le 30 novembre, l'Agence traite
les demandes à l'aide de son système de vérification automatisé. Nous commencerons le versement des paiements dans un délai de 3 à 8 jours. Nous encourageons les demandeurs à s'inscrire au dépôt direct car cela leur permettra de recevoir les paiements plus rapidement. Comme mes collègues l'ont dit, nous avons comme priorité de verser les paiements de la subvention le plus rapidement possible. En même temps, nous devons maintenir l'équilibre entre l'accessibilité des fonds d'urgence et l'intégrité du programme en vérifiant que les demandeurs ont le droit de recevoir les montants de subvention qu'ils demandent. Pour ce faire, l'Agence vérifiera les demandes en faisant des vérifications automatisées dans les données qu'elle possède et en faisant des appels téléphoniques de suivi pour vérifier certains éléments de la demande avant qu'un paiement soit effectué. Nous sommes conscients qu'il y aura des situations où l'agence n'a pas du tout ou pas suffisamment de renseignements sur un demandeur pour vérifier la demande. En pareil cas, nous pourrions communiquer avec le demandeur pour qu'il nous fournisse des renseignements supplémentaires comme des contrats de location. Nous pourrions également communiquer avec des tiers pour valider des renseignements comme les paiements hypothécaires. Nous encourageons les organismes à fournir sans délai tous les renseignements supplémentaires demandés pour ne pas retarder le traitement de leurs demandes. Merci. Je cède maintenant la parole à notre modérateur. David? Merci beaucoup, Trudy. Je pense que c'est intéressant là, pour les gens d'avoir le portrait global là, comme vous venez tous de le faire et de le présenter. Donc, je pense qu'on comprend bien les différentes mesures, le programme, les objectifs, comment aussi il y a certaines validations qui vont se faire. Maintenant, j'aimerais vous présenter Nathalie Pekaski, gestionnaire par intérim, conception et gestion de produits au service de la conception et du contenu numérique. La raison pour laquelle je vais vous la présenter, c'est qu'elle va pouvoir nous donner un exemple justement précis du calculateur qui est sur le site de l'Agence de revenus du Canada et que vous, en tant qu'opérateur, pourrez utiliser pour estimer si vous avez droit à la nouvelle subvention et l'aide au loyer et également à peu près quel montant ça peut représenter pour vos opérations. Donc, je vais donner l'autorisation à madame être capable d'être présentateur de manière à pouvoir vous montrer cet exemple. Donc, Natacha, à toi. Parfait. Merci, David. Alors, vous pouvez voir mon écran. Parfait. Je suis Natacha Pekaski et je suis super contente d'être ici avec vous pour vous faire une démonstration du calculateur. Alors, vous allez voir à l'écran qu'on est sur la page d'ouverture de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. On vous donne plus d'informations dans les sous-pages qui suivent, mais les trois premières pages vous donnent de l'information sur qui peut faire une demande, les périodes pour lesquelles vous pouvez faire une demande, les dépenses que vous pouvez réclamer. Alors, pour aujourd'hui, on va passer au calculateur. Alors, vous allez voir que ici, c'est très important de bien comprendre les critères avant de commencer les calculs. Alors, dans la section qui suit avec les cases déroulantes, on vous donne vraiment comment on fait le calcul, combien vous pouvez réclamer, le calcul du taux de base, le calcul pour le taux compensatoire de confinement. Alors, avec les cases déroulantes, vous avez toute l'information que vous avez besoin. Ensuite, avant de commencer le calcul, on vous donne une liste de contrôle pour que vous assurez que vous avez toutes les informations que vous avez besoin avant de faire le calcul. Alors, vous êtes admissible à la subvention, vous avez les montants admissibles, vos dépenses admissibles sont réparties par lieu d'affaires et votre entreprise a des entités ou des entreprises affiliées. Et on vous donne encore une autre case déroulante pour vous donner plus d'informations pour bien comprendre ce qu'on veut dire par des entités affiliées. Lorsque vous avez coché toutes les cases dans la liste de contrôle, vous allez remarquer que l'alerte change de rouge à vert pour vous donner le feu vert que vous pouvez maintenant procéder au calcul. Alors, utilisez le calcul. Il y a un annoncé dans la case déroulante
la raison pour donc je vous le mentionne, c'est que l'ARC, l'agence finalement, ne requiert pas ou ne conserve pas aucune information sur la page. La raison donc je vous le fais noter, c'est que si jamais vous quittez la page, vous allez perdre vos données que vous rentrez dans le calculateur. Ou si vous avez une connexion faible d'Internet et vous perdez la connexion, c'est la même chose, vous allez perdre tous vos calculs. Alors, c'est bien de s'assurer que vous avez tous vos chiffres avec vous, ne quittez pas la page et vous assurez que votre connexion Internet est forte dans le moment que vous allez commencer l'exercice. Alors, la période de demande. En ce moment, vous avez deux choix. Pour la démonstration, on va sélectionner période 1. Vous allez voir que dans la boîte grise, ça change les informations pour vous indiquer pour quelle période vous appliquez. Ensuite, l'étape 2, les entreprises, organismes sans but lucratif affiliés. Alors, vous avez plus d'informations dans la boîte ou dans la case déroulante. Si vous indiquez oui, vous devez évidemment vous entendre sur la façon dont vous allez répartir vos dépenses admissibles. Alors, disons, vous disiez 50% chaque entreprise. Alors, vous avez 50%, un maximum de 150 000 par entreprise. Mais pour la démonstration, on va sélectionner non. Troisième étape, c'est de calculer votre taux de subvention. Alors, dans la case déroulante, on vous donne plus d'informations sur la comparaison des options de revenus de base. Alors, vous passez à la prochaine étape, sélectionnez votre option. C'est bien de prendre note, si vous choisissez une option pour une demande, lorsque vous allez faire d'autres demandes, ça serait bien de sélectionner les mêmes choix pour les demandes qui suivent. Alors, pour la démonstration, on va choisir la première option, qui est finalement la comparaison entre les mois 2019. Alors, ici, pour la démonstration, on va utiliser des chiffres très bas, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ici, on va faire ça. Et vous allez remarquer, lorsque je rentre des nouveaux données, que les calculs changent dans la boîte grise. Alors, disons, comparaison du 80 et vous avez 20 ici. Alors, vous êtes admissible à 65%, même si vous avez le 80 et le 20 ici. Le plus élevé des bases, c'est ce que vous allez recevoir. Alors, votre taux est calculé comme le maximum, qui est en effet 65%. La quatrième étape, c'est vos lieux d'affaires, les emplacements. Alors, vous allez rentrer votre adresse. Et ensuite, vous allez aussi calculer le taux de confinement. Alors, il y a plus d'informations au sujet de ce taux en particulier. Et vous allez sélectionner « Oui ». Vous allez remarquer qu'on a la période dont vous appliquez, qui est la période 1 du 27 septembre jusqu'au 24 octobre, mais vous pouvez aussi changer les dates. Vous avez remarqué ici qu'on a 28 jours, mais disons que vous étiez fermé pour moins de 28 jours et c'était du 30 septembre à, disons, le 21 octobre. Alors, le calcul est fait pour vous. Vous étiez fermé pour 22 jours en raison de restrictions et maintenant, votre taux de soutien de confinement est maintenant réduit à 19,64. Et si on avait utilisé toute la période de 21 jours, c'est de 25%. Ensuite, vous avez vos deux choix. Est-ce que vous louez ou possédez votre bien immobilier? Dans le cas de locataire, vous avez un choix de faire le calcul mensuel ou d'inscrire manuellement. Alors, pour la démonstration, on va rester avec on va garder le calcul mensuel. Alors, disons de 2000, vous avez eu 20.
et ensuite un autre 2020. Et là, vous allez voir dans votre résumé de dépenses qui a fait le calcul pour vous. Si on sélectionne, désolé, vous êtes le propriétaire. Maintenant, vous avez le choix de la façon que vous allez entrer vos données. Disons, pour les impôts foncières, on va utiliser l'année 2020. Alors, vous rentrez. Votre assurance immobilière, vous la payez par mois. Ensuite, les intérêts, on va le faire pendant la période, donc vous faites votre demande et aussi pour la même chose pour le revenu. Alors ici, encore une fois, on a fait le calcul pour vous. Vous avez votre résumé des dépenses pour l'emplacement sur la rue Laurier pour la première période de la subvention. Si vous avez autre emplacement, vous avez à simplement cliquer, rentrer les mêmes données pour cet emplacement en particulier. Si c'est une erreur, vous cliquez sur « Supprimer » et la boîte disparaît. Ensuite, sauvegardez les données de votre emplacement pour vos dossiers. Vous pouvez cliquer sur l'examen du résumé et vous allez voir que vous avez tous les résumés de l'emplacement. Il y en a seulement un. Ensuite, vous avez l'opportunité de télécharger le tableau en suivant, ça va être dans un format Excel, ou vous pouvez l'imprimer ou le sauvegarder en format PDF. Je vais juste déplacer ça. Ensuite, on clique simplement sur « Fermer ». Alors, la dernière étape, c'est d'obtenir les résultats. C'est très important parce que vous allez voir les résultats, c'est les chiffres et les lignes. Donc, on indique que tu vas transmettre dans ton application même. Alors, on fait le calcul. Vous avez toutes les données que vous avez besoin. Sur la ligne 110, un emplacement. Ligne 120, 0. Ligne 130, 765. Et ça continue. Alors, on vous donne l'option de faire le sauvegarder ou de l'imprimer. Vous l'avez avec vous lorsque vous allez faire votre application. Alors, ça m'amène à la dernière étape. Donc, je vais faire une petite démonstration. C'est de passer à comment faire une demande. Alors, on vous donne ici un peu d'informations que de créer votre numéro pour la subvention. Est-ce que vous avez configuré votre dépôt direct, oui ou non? On vous donne plein d'étapes pour que tout est en place pour la demande même. Et ensuite, plus d'informations à comment faire remplir le formulaire même. Et ensuite, comme j'ai dit auparavant, c'est important d'avoir les données que vous avez calculées en utilisant le calculateur. Alors, je pense que c'est tout pour l'instant. Je vais redonner à mon collègue. Parfait. À toi, David. Natacha, merci beaucoup. Donc, j'ai repris le contrôle de la présentation. Merci beaucoup de la présentation. Je pense que de donner un exemple réel avec un calculateur, en plus d'avoir eu les présentations là, sur les objectifs du programme et tout ça, je pense que ça permet de bien cerner le programme, la majorité des questions. Maintenant, il y a plusieurs d'entre vous, des gens qui assistent au webinaire, qui ont envoyé vos questions pour l'Agence de revenus du Canada. Donc, maintenant, ça me fait plaisir de relayer certaines de ces questions-là. Et on va y aller question par question, je vous dirais. Par exemple, comment définissez-vous, comment l'Agence de revenus définit les entreprises visées par une mesure restrictive? Parce qu'on parle des gens en zone rouge et tout ça. Est-ce que les traiteurs alimentaires, par exemple, les traiteurs seraient éligibles à la subvention complémentaire? Je ne sais pas parmi d'entre vous qui pourrait donner une réponse là-dessus. OK, oui, c'est Louise Roy.
Je vais tenter de répondre à cette question-là. Elle est quand même, c'est quelque chose qu'on n'a pas examiné à fond, mais je vais quand même vous donner les règles de base. Pour être admissible à l'indemnité de confinement, vous devez premièrement avoir un taux de base, avoir droit au taux de base des subventions pour le loyer, soit de plus que 0% pour la période de demande. Et vous devez aussi avoir au moins un emplacement temporairement fermé ou des activités professionnelles limitées de façon considérable pendant une semaine ou plus en raison d'une ordonnance. Une ordonnance de santé publique doit respecter certaines choses. Premièrement, elle doit être émise par un gouvernement fédéral, provincial ou une administration municipale ou une autorité locale en matière de santé. Être limitée en fonction d'au moins un des facteurs suivants, soit les limites géographiques, le type d'entreprise ou d'autres activités, le risque associé à un emplacement précis, doit entraîner des sanctions, constituer une infraction si vous ne les respectez pas. Et la dernière condition, c'est que nécessite que vous interrompiez une partie ou la totalité de vos activités régulières pendant que l'ordonnance est en place. Les activités que vous n'avez pas été en mesure de réaliser doivent représenter au moins environ 25% du total des revenus de cet emplacement-là pendant la période de référence. Une ordonnance qui limite ou réduit vos activités, mais qui vous n'oblige pas à fermer ou à interrompre certaines activités, ne vous rend pas admissible à l'indemnité de confinement. Sur ce, je vous référerai, on a des exemples de ce qui ne qualifie pas sur notre site Internet et aussi, si vous regardez le document du ministère des Finances du 5 novembre, on donne des exemples de choses qui qualifient et qui ne qualifient pas. Et dans les choses qui ne qualifient pas, on donne, par exemple, la réduction des heures d'ouverture, les exigences relativement à la distanciation physique. Par exemple, un restaurant qui tire la majorité de ses revenus de services offerts en salle à manger ne serait pas admissible à la suite d'une restriction de santé qui limite le nombre de clients à 6 par table, car il pourrait continuer son service de salle à manger. Dans le contexte du traiteur ici, on n'a pas suffisamment de faits, mais j'imagine que dépendamment des activités, là, faudrait vraiment examiner pour voir si on respecte toutes ces conditions-là. Excellent, excellent. Bien, merci beaucoup pour la réponse, Mme Roy. On a plusieurs questions aussi là, qui touchent un peu sensiblement le même sujet, donc je vais paraphraser là, pour être certain qu'on puisse avoir une réponse appropriée. Ça a été abordé hier dans le webinaire en anglais, la question quand le loyer est payé à une autre corporation qui n'est pas arm's length, c'est-à-dire qui est une société liée. Comment ça fonctionne au niveau de l'éligibilité si, par exemple, un restaurant se trouve à payer son loyer à une entreprise qui appartient à la même personne ou qui appartient au même groupe. Donc, je pense qu'il y a une réponse hier en anglais, mais c'est le type de question qui est revenu au moins 3-4 fois aujourd'hui. Donc, je vous lancerai la question au niveau de l'éligibilité à la participation et de recevoir la subvention dans un tel cas. OK. Premièrement, les règles font en sorte que le paiement d'un loyer à une personne avec qui on a un lien de dépendance ne serait pas une dépense admissible. Donc, si je suis dans une situation où j'ai une entité qui verse son loyer à une autre entité qui la détient à 100%, mais à ce moment-là, pour l'entité qui paye le loyer versé ne serait pas une dépense admissible. Par contre, là, la question de savoir si l'entité qui est propriétaire du bien, à savoir si cette propriété-là serait une propriété admissible, je vous dirais qu'on est en train de regarder et je donne ma réponse sous toute réserve parce que justement, j'ai eu des discussions ce matin et il semble qu'il y a certaines nuances.
dans les propriétés qui ne sont pas admissibles, on a par exemple toutes les propriétés que vous possédiez et qui une propriété qui est principalement utilisée pour gagner un revenu de location provenant de parties n'ayant pas de lien de dépendance. On a aussi toute propriété utilisée principalement pour gagner un revenu de location provenant directement ou indirectement d'une partie avec lien de dépendance qui est principalement utilisée par cette partie-là pour gagner un revenu. Donc, si la propriété est utilisée dans l'entreprise, il semble, on est en train de le regarder, puis il semble qu'il y aurait peut-être des possibilités. C'est nouveau. On va, aussitôt qu'on va, on va mettre des modifications sur notre site Internet, aussitôt qu'on va avoir pris une position ferme à cet égard-là. On a beaucoup de questions sur les questions de lien de dépendance. Il y en a certaines questions sur les liens de dépendance où les gens disent « Est-ce que j'ai un lien de dépendance? » Ça, c'est vraiment une question de fait. On va tenter de peut-être ajouter des choses. On est en train d'examiner toutes les questions qui rentrent pour voir les plus fréquentes et essayer de donner un petit peu plus d'aide sur nos sites. Présentement, on a un folio sur le sujet qui peut aider. Donc, je vous encouragerais à suivre notre site Internet afin de voir les développements sur ça. Et aussi, l'autre chose, si vous avez des structures qui sont moindrement compliquées, parce que c'est difficile, juste une petite question comme ça, sans avoir tous les faits, je vous dirais, n'hésitez pas à consulter vos spécialistes en impôts là, qui vous aident de façon générale dans votre prise de décision. Excellent. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Une question qui revient aussi à quelques reprises, puis je pense que c'est important, particulièrement au Québec, où, par exemple, dans les zones rouges, que ce soit Montréal, Québec, Montérégie ou d'autres régions, les salles à manger de restaurants sont fermées, mais les centres d'achat sont ouverts, par exemple. Et il y a plusieurs de nos membres, évidemment, qui ont des opérations dans des centres d'achat. Donc, une question qu'on a reçue, c'est une question qui résume bien certaines autres questions. Restaurant dans un centre d'achat, on est ouvert, mais pas de table, donc grosse perte de revenus. Est-ce qu'on a droit à l'indemnité de confinement de 25% supplémentaire? Parce qu'on comprend que c'est un cas aussi que là, les gens ne peuvent pas manger sur place, mais le restaurant peut quand même être ouvert dans des usages à peu près normaux, mais il y a une très grosse baisse de revenus. Donc, j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Puis c'est une question qui est revenue là, à plusieurs reprises. OK. Sur ça, je vous dirais, à partant du moment où il y a une grosse baisse de revenus puis qu'il y a des loyers qui sont payés, la subvention de base serait disponible. Pour ce qui est du montant supplémentaire là, en cas de confinement, là encore, c'est basé sur les critères que je vous ai donnés tantôt sur l'ordonnance. Et parmi les exemples qui sont donnés, si quand c'est un restaurant, là, puis là, on va mettre à part pour un instant les foires alimentaires. Quand c'est un restaurant puis qu'il y a une fermeture de la salle à manger à cause d'une ordonnance et que les revenus de la fermeture de la salle à manger sont c'est une réduction de 25% là, comparativement. Dans les exemples qui sont possibles, on a ce scénario-là et l'exemple qui est donné, c'est que je crois, si ce n'est pas sur notre site Internet, cet exemple-là, il est dans le document du ministère des Finances. C'est un restaurant qui gagne habituellement 25% ou plus de ses revenus offrant des services de salle à manger pourrait être admissible à l'indemnité de confinement en raison de la fermeture là, de sa salle à manger à la suite d'une ordonnance de la santé publique, même s'il les remplace par des commandes emportées ou etc. Donc, dans un cas comme ça, il pourrait. Dans le cas d'une là, je vous dirais que j'ai essayé puis j'en ai discuté avec mon équipe, on aurait vraiment besoin d'avoir tous les faits. C'est pas clair pour nous si ça serait en vertu d'une ordonnance, puis s'il faudrait examiner
s'il y a une perte de revenus de 25 à cause que la salle, l'emplacement pour s'asseoir ne peut pas servir du tout. Ici, là, il n'y a pas suffisamment de frais. Je comprends que c'est une très bonne question, puis on doit l'examiner un peu plus à fond pour donner une réponse plus ferme. C'est sûr que si vous pourriez nous donner quelques détails, on pourrait l'examiner un petit peu plus en détail. Oui, mais je vous remercie beaucoup parce que je pense que ça, particulièrement au Québec, où il y a des règles pour les centres d'achat, des règles pour les restaurants, c'est une question, je pense que nos membres au Québec, là, dans leur contact avec vous, vont revenir assez souvent. Donc, Restaurant Canada, on apprécie beaucoup d'être capable de faire le suivi avec vous sur cette question-là. Maintenant, je peux enchaîner avec deux questions qui sont sensiblement les mêmes, mais sur des objets différents. Donc, une question, c'est pourquoi un locataire ne peut pas réclamer les taxes municipales et les assurances? Donc, premièrement, la question, ce serait probablement d'être, est-ce qu'un locataire peut réclamer les taxes municipales et les assurances? Et sinon, pourquoi? Comme frais admissibles. OK. Relativement à ça, c'est que les dépenses admissibles, quand on loue un bien, ça va inclure le loyer. Si vous avez un bail qu'on appelle des bails nets, là, ça va dépendre de votre entente de bail. Dans le contexte d'un bail net, les montants qui vont entrer dans les dépenses admissibles pourraient inclure le loyer de base, les paiements réguliers pour les dépenses d'exploitation habituelles telles que l'assurance immobilière, les services publics, l'entretien des espaces communs, les impôts fonciers et autres taxes similaires, y compris les taxes scolaires et municipales, les paiements réguliers aux bailleurs pour des services auxiliaires habituels. Mais chaque cas va adopter, chaque personne qui est dans un contexte d'un bail net va vraiment falloir qu'il examine son entente pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Par exemple, si j'ai un bail, mais que j'ai à payer une taxe d'affaires pour faire affaire, une taxe d'entreprise, bien là, je pense pas que c'est pas dans le cadre du bail et c'est pas des taxes foncières comme telles, là. OK, non, je pense que c'est une bonne explication. Puis aussi, on en a eu plusieurs cas de nous autres, de nos membres, évidemment, chez Restaurant Canada. Il y en a que le bail, c'est seulement pour l'occupation du local. Il y en a, par exemple, qui a des frais supplémentaires, que ce soit pour les assurances, la gestion de certaines choses. Donc, je pense qu'on apprécie beaucoup cette précision-là. Et la deuxième partie de la question, qui est en fait une autre question, c'est de savoir, au niveau des frais qui sont chargés par les municipalités, que ce soit pour le ramassage des ordures, que ce soit des factures d'eau dans certaines villes au Canada, maintenant on en a de plus en plus au Québec, Montréal entre autres, est-ce que ces frais-là sont considérés comme étant des frais admissibles au regard de la subvention au loyer? C'est un petit peu plus un côté frais fixe que loyer, mais je pense que nos membres apprécieraient d'avoir vos commentaires sur cette question-là. Je vous dirais qu'on n'a pas statué de façon spécifique sur cette question-là et je la trouve quand même très intéressante. La loi, de la façon qu'elle est structurée, elle parle d'impôts fonciers relativement aux biens en question, là. Donc, puis on fait référence aux biens. Je vous dirais que là, c'est des frais d'usage qui, pour moi, sont pas si clairs comme étant des... relativement aux biens admissibles comme tels, mais plus à l'usage de ramasser les ordures, etc. Je prends note de la question pour qu'on puisse répondre de façon plus ferme. Mais ma réaction initiale, j'ai des gros doutes que ça serait le genre de dépense qui qualifie. OK. Non, c'est intéressant aussi. On a une question aussi sur quelqu'un qui est propriétaire et d'un restaurant et de quelque chose d'autre, par exemple, dans sa compagnie. Ça peut être un restaurant avec un hôtel, ça peut être un restaurant avec un commerce de détail. Quelqu'un, par exemple, qui a plusieurs commerces sous la même entité corporative et juridique. Est-ce que c'est possible de monter un dossier juste pour l'aspect restauration ou est-ce que l'ensemble des activités de la corporation doivent être pris en compte? Mais je vous dirais, comme je l'expliquais un petit peu au début, c'est que premièrement, l'entité doit établir si elle a une baisse de revenus. OK? Là, elle regarde son entité au complet.
Partant du moment où elle a sa baisse, là, elle va pouvoir établir son taux pour la subvention de base. Après ça, elle doit faire le calcul de ses dépenses admissibles par bien admissible. Donc, si elle a un bien, là, elle va regarder ce bien-là. Si elle a plusieurs petites entreprises à l'intérieur de son entité et qu'il y a des biens séparés pour chacun, elle va regarder chaque bien admissible et elle va regarder ses dépenses admissibles pour chacun des biens. Là, attention, pour chaque bien admissible, il y a un maximum de dépenses qui est éligible à 75 000 là, dans chaque période par emplacement. Donc, si j'ai plusieurs emplacements dans la même entité, je vais regarder mes dépenses admissibles pour chaque emplacement avec un maximum de 75 000 L'autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'il y a un maximum de 300 000 de dépenses admissibles globales pour l'entité et les entités affiliées si il y en a dans le cas. Donc, elle n'a pas besoin nécessairement de scinder le restaurant de l'hôtel. Le test de la loi est bien par bien. Mais là, s'il y a juste un bien dans lequel elle exploite un hôtel et un restaurant, on va avoir, à mon avis, un bien. Là. OK. Je pense que ça répond bien à la question parce que faut comprendre aussi que nous, on a plusieurs membres aussi, justement, là, qui vont avoir plusieurs restaurants ou qui vont avoir plusieurs entités comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être, au niveau de l'Agence du revenu du Canada, faire un commentaire additionnel sur la question du plafond, parce que ça, il y a eu un peu d'incertitude au moment où les mesures ont été annoncées de manière initiale. Donc, si vous pouviez peut-être, Mme Roy ou quelqu'un d'autre qui est sur l'appel, réexpliquer un peu là, le maximum par unité et le maximum par entité corporative. Donc, juste peut-être être certain là, de faire cette précision-là, parce qu'on a plusieurs questions là-dessus, vous devez en avoir aussi. Donc, peut-être si vous pouvez faire quelques commentaires additionnels. OK. Ce que je vous dirais, ce que je viens de vous expliquer, c'est quand on regarde, là, je parlais de la subvention de base. La subvention de base, comme je vous disais, c'est les dépenses admissibles, par exemple. Si j'ai, dans mon entité, j'ai un emplacement que je loue, dans lequel j'exploite un restaurant, et j'ai un autre emplacement dans une autre ville, et je suis propriétaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, là, j'assume que la baisse de revenus au niveau de l'entité, la condition est respectée. Je vais regarder, pour mon restaurant qui est loué, cet emplacement-là, je vais calculer mon loyer, puis les dépenses, si c'est un bail net, etc. Puis là, cet emplacement-là, je vais être restreint à 75 000. Donc, si ma dépense pour cet emplacement-là est plus que 75 000, ben, j'aurai pas plus que 75 000 de dépenses admissibles. Ensuite, je vais regarder mon autre emplacement, qui est mon restaurant dans lequel je suis propriétaire, dans une autre ville. Et là, je vais faire le même test. Comme c'est une question je suis propriétaire, là, je vais regarder les éléments différents, les impôts fonciers, les assurances, les intérêts hypothécaires, commerciaux que je peux avoir sur cet immeuble-là. Et je vais être limitée, encore une fois, à un 75 000 Le 300 000, bien là, c'est que je regarde tous mes emplacements. Ici, c'est un exemple simple, j'ai juste 2 emplacements, puis je suis à 150 000, mais disons que j'en ai plusieurs, mais je ne peux pas excéder pour mon entité plus que 300 000. L'autre petite clarification que j'aimerais faire, quand on calcule pour la subvention supplémentaire de 25 dans les cas de confinement, cette mesure-là, on regarde aussi les dépenses admissibles par emplacement. On a la restriction du 75 000 par emplacement, mais on n'a pas la limite du 300 000 global. OK. Ça, je pense si ça répond ou ça clarifie tout à fait. Non, tout à fait. Je pense que c'est des précisions additionnelles là, qui vont clarifier ces éléments-là pour plusieurs personnes.
Un autre sujet, disons, ou sous-sujet, maintenant qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, là, je vais essayer de passer le plus de questions possible. On a plusieurs questions aussi sur l'aspect rétroactif du programme. Donc, notre compréhension, c'est que le programme est rétroactif en date du 27 septembre 2020. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des considérations spécifiques au niveau des applications ou des gens qui vont faire des demandes ou qui utilisent le calculateur et tout ça? Simplement, la rétroaction, peut-être expliquer de manière succincte comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a des considérations particulières auxquelles les membres doivent faire attention? Bien, sur ça, je ne sais pas si mes collègues veulent commenter, mais après ma barre, on applique les règles. C'est juste que faut retourner en arrière pour faire le calcul. Au niveau administratif, là, je laisserais mes collègues peut-être ajouter certaines choses, soit Marc ou peut-être que Marc pourrait ajouter un peu. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, en fait, c'est qu'on a plusieurs questions de gens qui se demandent, étant donné que le programme est rétroactif au 27 septembre 2020, au niveau des applications, est-ce qu'il y a des considérations particulières pour les gens qui vont demander des montants rétroactifs? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial auquel ils doivent faire attention dans leur demande et dans leur application? Non, il n'y a pas de spécification particulière, juste parce que c'est rétroactif. C'est juste qu'on aurait aimé lancer la balle au mois de septembre. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps. Donc, il n'y a rien en particulier à faire pour ça. Juste compléter la demande comme si c'est une demande d'aujourd'hui. Et puis, Trudy, c'est juste pour clarifier aussi que les demandes, ils ont une période que tu peux choisir. Donc, quand tu fais l'application, tu vas choisir la période pour le 27 septembre. C'est ça. OK. Excellent. Puis aussi une question en lien avec la rétroactivité. On parle que pour donner la preuve là, que l'argent a bien servi à payer le loyer et tout ça, il y a une espèce de période de grâce de 60 jours qui va être appliquée par l'Agence canadienne du revenu. On présume que pour les gens qui font des demandes rétroactives jusqu'au 27 septembre ou début octobre, eux, par contre, il va falloir qu'ils donnent est-ce qu'il va falloir qu'ils donnent la preuve assez rapidement? Le 60 jours compte à partir de quand? Est-ce que c'est à partir du moment de la demande, à partir du moment où les fonds sont reçus ou à partir de la première date pour les fonds? Sur ça, j'aimerais, c'est Louise Roy, j'aimerais donner quelques petites clarifications. Premièrement, ce que c'est que on permet que, parce que je ne sais pas si les gens, pour les gens qui ont fait la demande pour la subvention salariale, on ne pouvait pas faire une demande de subvention salariale tant que le salaire n'était pas, la rémunération n'était pas versée, payée à l'employé. Ici, par exemple, le loyer qui est payable pour une période de demande va pouvoir être demandé malgré le fait qu'il n'est pas encore payé. Fait les gens n'auront pas besoin d'attendre d'avoir payé le montant pour pouvoir faire leur demande de subvention pour le loyer. Et le 60 jours débute, c'est 60 jours suite à la réception de la subvention. Okay. Pour le moment, là, puis quand ils font leur demande, ils doivent s'engager aussi à payer dans les 60 jours. C'est plus le montant payé qui est important. Mais il faut que les sommes soient payables en vertu du bail, par exemple. Oui, tout à fait. Puis, ce qu'on se demandait aussi chez Restaurant Canada, parce qu'il y a nos membres qui nous en ont parlé, c'est quoi le type d'accompagnement qui est offert aux entreprises dans le cadre de, justement, toutes ces questions-là là, de demande de subvention et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a d'offert comme service? Est-ce que c'est à travers des directions régionales ou comment ça fonctionne de votre côté? Peut-être qu'on pourrait terminer avec cette question-là parce que on a certainement des membres qui vont avoir besoin d'une aide additionnelle pour être capables de remplir leurs documents et être capables justement de gérer ce dossier-là. Parce qu'on a beaucoup de membres aussi pour des petits restaurants et tout ça
Ils n'ont pas nécessairement tous leur propre service de comptabilité. Donc, simplement pour voir qu'est-ce qui existe au niveau de l'Agence du revenu comme mode d'accompagnement. Si tu veux, Louis, je peux tenter de répondre un peu. OK, c'est très bien, oui. Oui, donc on a déjà mentionné les informations qui sont sur le site web, le calculateur, mais en plus, notre ligne 1-800 pour les entreprises, en français, c'est donc le 1-800-959-7775. Donc, les agents au téléphone sont équipés pour répondre à toutes vos questions et vous aider à compléter la demande ou déterminer l'éligibilité, etc. Donc, ce seraient les deux méthodes de support les plus populaires qu'on vous suggérait. Merci beaucoup parce que je pense qu'il y a plusieurs de nos membres, des gens justement sur l'appel, sur le webinaire aujourd'hui et plus tard aussi qui vont demander ça. Je voudrais savoir aussi, est-ce qu'il y a parce que là, on fait une période de questions-réponses avec nos membres, est-ce qu'il y a quelque chose sur le site de l'ARC, simplement un Q&A, une série de questions-réponses par rapport à la subvention d'urgence au niveau des loyers? Et s'il n'y en a pas, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez faire dans les prochaines semaines? Présentement, je vous dirais que le gros de l'information se retrouve là, quand on regarde avec le calculateur. À ma connaissance, on n'entrevoit pas faire de questions-réponses comme on a fait pour la subvention salariale. On considère là, de quelle façon on va donner de l'information plus technique et on va mettre, c'est clair que peu importe l'information va être inclus sur le site de l'agence. Mais je vous dirais que le calculateur est extrêmement bien fait avec beaucoup d'informations et donne pas mal les réponses quand on regarde sur ça. Pour l'instant, c'est où on en est. Peut-être que ça peut changer. Là, le programme est assez nouveau. On est conscient de l'urgence puis de donner le plus d'informations possible. Effectivement, je pense que le calculateur est un excellent outil pour avoir moi-même accompagné certaines personnes à travers leurs demandes. C'est quelque chose qui définitivement vient donner un bon coup de main. Donc, il nous reste seulement quelques minutes. Ça nous amène à la fin de la question justement de période-réponse. Je pense qu'on a eu beaucoup de questions. C'est intéressant d'être capable de les regrouper dans différentes grandes catégories pour vous permettre de répondre. Merci à tous ceux qui ont soumis leurs questions. C'est ça qui fait qu'on a eu une présentation aussi intéressante et vivante et qu'on soit capable justement de répondre à vos propres questions, qui sont des questions des membres de Restaurants Canada. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'essayer de vous aider. En terminant, je m'en voudrais de ne pas remercier nos invités. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a été ici de l'Agence de revenus du Canada pour avoir justement répondu à ces questions-là, fait la présentation et l'accompagnement avec le calculateur. Et je veux évidemment remercier tous les membres de Restaurants Canada et les participants qui étaient sur l'appel. J'espère que vous avez eu réponse à plusieurs de vos questions. C'est certain que malheureusement, on ne peut pas toutes les poser, mais heureusement, il y en a plusieurs qui étaient sous les mêmes thèmes. Donc, au nom de Restaurants Canada, moi, David Boudoir-Lefebvre, vice-président Affaires fédérales et pour le Québec, ça me fait plaisir de vous remercier de votre participation et simplement pour vous mentionner que l'association continue de travailler avec l'Agence de revenus du Canada de manière à avoir réponse à vos questions et de clarifier certains éléments du programme et de pouvoir vous accompagner dans votre processus de demande. Donc, merci beaucoup et merci beaucoup à tous les gens qui ont participé aujourd'hui.